Oui, ça serait pas mal de se renseigner car des médicaments, on en achète beaucoup. Un peu plus de 3 milliards de boîtes ont été vendues en 2013. Si on considère que Justine est notre Française moyenne, elle consomme 48 boîtes de médicaments par an pour un budget d'un peu plus de 500 €. C'est pas mal. Alors comment sont fixés les prix de nos médicaments? À commencer par ceux qui sont en vente libre. Aujourd'hui, par exemple, Justine, elle a un petit bobo. Pas grand-chose, mais elle file en pharmacie pour acheter un traitement. Bonjour. Bonjour. J'aimerais quelque chose pour les brûlures d'estomac, là, ça marche très bien. D'accord. 7,90. On a quoi un peu moins cher. J'ai vu des C'est qu'à force de travailler pour les pigeons, Justine, elle cherche toujours les prix les plus bas. Et là, bingo! La pharmacienne, elle a trouvé un médicament presque 3 fois moins cher caché derrière le comptoir, le Gaviscon. Le goût est pas top, hein, je vous préviens. Du Gaviscon. Ah, mais sinon en termes d'efficacité, c'est pareil? Oui. Les 2,82. Ah oui. Pourquoi vous ne donnez pas ça en premier? Pour moi, c'est moins efficace. Ah, c'est Moi, moins c'est celui-là. Là, dedans, vous avez deux composants. Et là, il y en a qu'un. Mais déjà, ça peut faire du bien. D'accord. Mais c'est vrai que l'autre, là, il est vraiment top. Ok, ça donc c'est vraiment pas cher. Ah bah oui. C'est le nerf de la guerre, hein. Alors on a essayé dans une autre pharmacie. Et là, on nous a présenté le cousin du Gaviscon, qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, sauf le prix. C'est quoi Gavisconel? Il est à combien celui-ci, s'il vous plaît? 7,90. Vous n'avez pas la même chose en moins cher? Et hop, un petit tour derrière le comptoir, et on nous ressort le Gaviscon. Ça fait 2,92. Ah oui, c'est beaucoup moins cher. Ouais. Ah, je vais prendre ça. Mais alors comment ça se fait que vous ayez les deux mêmes choses à des prix aussi différents? La formulation est différente que celle-ci. Et c'est plus efficace? Un peu plus efficace, mais bon. Ah. Ah oui, sûrement pas grand-chose, car quand on regarde les deux boîtes, c'est exactement la même composition. Et c'est fabriqué par le même laboratoire. Mais Justine, elle a peut-être trouvé l'explication. Peut-être que c'est pour les femmes, Gavisconel. Pas du tout. Je sais pas. Rien à voir? Ah non, rien à voir, c'est là, ça fait rose. Ah oui, pardon. Bah non, Justine, on a juste voulu te pigeonner. Alors on s'est renseigné. Le Gavisconel est en libre service avec des prix variables selon les pharmacies. Alors que son cousin, le Gaviscon, caché derrière le comptoir, a un prix fixé par l'État et coûte en moyenne 2 fois moins cher. Et des exemples, il y en a d'autres, comme le Malox et le Xolam. Oui, ça fait Malox à l'envers. Encore pour les brûlures d'estomac. Elle est à combien celle-ci? 5,90. D'accord. Et vous n'avez pas vraiment la même chose mais moins cher? Le Xolam en comprimé 2,62. Ah oui, c'est beaucoup moins cher. Et c'est pareil, non? C'est la même chose. C'est la même chose. Tu préfères en comprimé Xolam? Oui, bah si c'est 2 fois moins cher, tant qu'à faire. Ouais. Bonjour, il faudrait de l'ibuprofène s'il vous plaît. 5,90. C'est le moins cher que vous avez? Oui. D'accord, super. C'est le générique en fait? Générique. Ah d'accord, ok, nickel. Tout ce qu'il vous fallait? Oui. 2,99. D'accord, c'est le générique en fait? Oui. Ah d'accord, ok. Et vous en vendez quand même du coup les autres, vu qu'ils sont 2 fois plus chers? Oui, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui cherchent, qui veulent absolument le Nurofen, qui veulent absolument l'Advil, enfin qui veulent pas changer. Et C'est après, psychologique. vrai que, oui. Oui, non, clairement c'est ça. Et oui, le psychologique, ça joue. Du coup, il y en a même qui en profitent. Bonjour. J'ai des courbatures, il me faudrait de l'ibuprofène, je pense, si vous avez. Je vous donne de la Vitcaps, c'est celui qui agit le plus vite. D'accord, ok. Il est à combien? 5,15. D'accord, c'est le moins cher que vous avez? Non. Ah. Mais c'est moins rapide après. Ah oui, il est mieux? Celui-là, il met moins de 10 minutes, les autres, c'est à peu près une demi-heure à mon agir. On n'est pas médecin, mais on n'est pas hyper convaincus. Alors, docteur Gubert, vous en pensez quoi? Il y a des arguments du type le comprimé, la gélule ça passe plus vite que le comprimé. Bon, ça reste à prouver. Dire qu'un produit agit beaucoup plus vite qu'un autre, ça va agir peut-être 10 minutes, un quart d'heure, l'efficacité est la même. Donc le prix ne se justifie pas. Le générique, c'est vraiment exactement la même chose. Oui, la seule différence donc, entre un générique et le médicament, Princep, c'est simplement ce qu'on va mettre autour. Hein. Bon, après, la molécule de base, c'est exactement la même. Donc Justine le saura pour les médicaments sans ordonnance. Tous les prix sont dans la nature. Et il y a souvent un générique ou un traitement équivalent moins cher qui se cache quelque part. Quant aux médicaments vendus uniquement sur prescription médicale, pour leur prix, on sèche un peu. Mais ça, c'est pas étonnant selon le doc. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne savent plus combien ça coûte puisqu'ils ont la plupart des gens ont des mutuelles. Donc ils vont chez le pharmacien, ils donnent leur carte vitale, leur carte de mutuelle, ils ressortent, ils ne payent à rien, sauf les médicaments qui ne sont pas remboursés. Et pourtant, les médicaments remboursables, c'est la plus grosse part du marché.
70% du chiffre d'affaires de l'industrie du médicament. On a donc demandé à un spécialiste du médicament justement de nous éclairer. Alors, on va commencer par la base. Comment Ça tombe bien. est fixé le prix des médicaments en France? Alors en France, la plupart des médicaments, ils sont remboursables par l'assurance maladie. Donc il y a un prix officiel publié au journal officiel. Alors comment ça se détermine, cette affaire-là? Eh bien, il y a un comité économique des produits de santé, qui est un organisme tout à fait officiel, qui discute avec les firmes pharmaceutiques pour fixer le prix. Plus un expert est fréquemment consulté, ou plus il occupe un poste important, secrétaire, vice-président, etc., de ces commissions, plus il a de contrats avec l'industrie. Et on atteint un groupe d'une cinquantaine de ces 1200 qui est très intéressant, puisqu'ils ont entre 10 et 51 contrats avec l'industrie. Il faut bien voir ce que représentent des sommes pareilles. Ce sont des hommes qui sont des employés, il n'y a pas d'autre nom, de l'industrie. Et il est clair que ces hommes, dont la plupart sont des universitaires de médecine, ajoutent 50% à leur salaire, mais peuvent parfaitement le doubler, ou beaucoup plus. Je ne crois pas qu'on puisse être libre quand on juge son employeur. Alors le problème, c'est que tous les médicaments que je viens de vous citer, il y a un générique. D'accord. Hein, il y a un générique. Mais non, on va prescrire le Crestor. Qui n'a pas de générique? Qui n'a pas de générique, puisque le brevet n'est pas encore tombé. Le souci, c'est que en Angleterre ou en Allemagne, on en prescrit très peu. Mais en France, le Crestor est le numéro 3 en prescription. Chiffre d'affaires Sécu, 343 millions. Alors qu'il est en ASMR 5. Aucune plus-value thérapeutique. Quand on regarde les données de la science, eh bien, ce médicament n'apporte rien par rapport à ceux qui étaient déjà là. Il n'est pas plus efficace chez les gens qui ont déjà eu beaucoup de problèmes de santé. Et il n'y a pas de preuve qu'il change vraiment le cours de la vie de ceux qui n'ont pas encore beaucoup de problèmes de santé cardiovasculaire. Mais il n'y a pas que la recherche que l'on paye quand on achète un médicament. Vous parlez du budget marketing, communication des labos, tout ça, ça a un impact sur le prix de nos médocs, justement? C'est remboursé par la sécurité sociale, ça fait partie du prix. Quand on rembourse un médicament, les 5-6 milliards de dépenses de marketing, on est à ce niveau-là, c'est plus que la recherche et développement. Le budget marketing est plus gros que le budget recherche et développement? Bien sûr, il est en gros de 25%, alors que le budget R&D, il est à 15%. Ah oui, on comprend mieux pourquoi ça nous revient cher au final. Mais pour Serge, le plus énervant, c'est surtout que de nombreux médicaments sur ordonnance sont vendus à des prix beaucoup plus bas ailleurs en Europe. Depuis 2 ans, il a recensé des centaines de médicaments qui coûtent moins cher en Italie. Tout ça, c'est des comparatifs de prix de médicaments France-Italie? Tout à fait, France-Italie. Princeps, générique. Alors, c'est valable pour les molécules originales, c'est valable pour les génériques. Nos génériques en France sont 30 à 40% plus chers. Vous avez le Lovenox, par exemple. Lovenox, c'est un antithrombotique. La boîte est autour de 40 € en France. 10 € plus cher. On en vend 2,5 millions de boîtes. Un autre produit, le Xatral, 25, ils viennent de le baisser un petit peu, mais pas suffisamment, parce qu'ils l'ont passé de 25 à 19. Il est à 10 € en Italie. Incivo, prix industriel, 2083 en France. En Italie, 1666. La boîte. Plus de 400 € d'écart à la boîte. On est à des prix du simple au double, voire le triple. Et toutes ces différences de prix, elles entraînent des surcoûts par million. Je vous ai souligné les surcoûts. Hein. Ah oui, les surcoûts, hein, c'est 3 millions 95, 10 millions 650, 6 millions 31, c'est les plus importants, 14 millions 78, 5 millions 20. Ah oui, ça fait peur tous ces chiffres. L'Italie a probablement baissé. En France? Pourquoi? À cause des liaisons dangereuses entre le monde politique et puis les laboratoires. Tout le monde en croque. On pique dans les caisses de la sécurité sociale pour remplir les caisses des laboratoires. Certains en ont fait un business. Jonathan dirige la branche française d'une boîte de trading de médicaments remboursables. Leur but, acheter au labo dans les pays européens où le prix est le moins cher pour le revendre là où il est le plus cher. Et ça, c'est tout à fait légal depuis 2006. Alors le commercial fait le tour des pharmacies pour vendre ses médocs. Je vous rappelle juste les principales caractéristiques. Un prix fabricant 5% inférieur. En termes de packaging, pareil, même packaging. Et un prix public inférieur, donc des économies pour la sécurité sociale. Pour Jonathan, c'est bénéf pour tout le monde. Et ça, le pharmacien, il est d'accord. Est-ce que c'est un bon plan pour vous, ça?
Ça fait de petites économies à mon échelle, mais sur l'échelle nationale, multiplier le nombre de boîtes qui vont être vendues, ça va faire des milliers, voire des millions d'euros d'économies. Et ça vous fait pas bizarre, par exemple, d'acheter un médicament qui vient d'un laboratoire français, mais qui a été acheté en Europe, dans un autre pays, en fait? Je vais vous poser une question. Est-ce que ça vous fait bizarre d'acheter une voiture européenne dans un autre pays européen qui est beaucoup moins cher qu'en France? Vous l'achetez 30% moins cher en Belgique ou au Luxembourg. C'est pourtant la même voiture. Vous avez raison. Donc ça vous fait pas bizarre. Du tout. L'Europe sert à ça. Très bien, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez acheter vos médicaments en Italie, avec une voiture française, achetée en Belgique. Il est vrai qu'à un moment ou l'autre de sa vie, chacun peut devenir notre client par occasion. Par occasion? Mais pas du tout. Client régulier, client fidèle. Encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade. Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. En tout cas, c'est une très belle théorie. Théorie profondément moderne, cher monsieur Mousquet, réfléchissez-y. Il y a quelques jours, le directeur du groupe hospitalier auquel nous appartenons à Garches, c'est-à-dire Monsieur Péan, a dit au départ à la retraite de Mme de Lépine, le service de Garches ferme et puis on dispatchera les médecins et les malades ailleurs. Donc c'est contre cette destruction d'une unité, d'un espace de liberté tout à fait capital, puisque les gens ils viennent de France, de Navarre, partout, voire de l'étranger, pour avoir une offre de soins dans la médecine académique, mais classique, mais qui ne soit pas automatiquement les essais thérapeutiques. On n'est pas contre les essais thérapeutiques, mais on ne veut pas que les gens soient entrés automatiquement dans les essais thérapeutiques. Et ça, c'est vraiment très très important à arriver à comprendre, et c'est quand même la liberté minimale, c'est inscrit dans nos textes, dans nos lois, dans notre droit, et ça n'est plus respecté en cancérologie où il y a un monopole qui s'est mis en place. Ce service constitue la seule possibilité d'échapper pour un enfant aux essais thérapeutiques. Il a été posé à Garches pour cela par le dernier ministre de la Santé il y a 10 ans. Il avait dit que ce serait gravé dans le marbre. Ça permettait aux familles qui étaient dans un centre anticancéreux où on voulait de toute force les mettre dans des essais thérapeutiques de venir ici et de retrouver une médecine à l'ancienne, une médecine humaine en fonction des données acquises de la science. Il ne faut pas oublier que les essais thérapeutiques, par définition, ne sont pas des données acquises de la science. Puisque le but d'un essai, c'est de créer de la certitude en médecine. Les essais ne créent pas des soins. Lorsqu'on entend dire que les progrès thérapeutiques sont liés aux essais, c'est un mensonge pur et simple. Chaque enfant a sa chimio. Ils ne sont pas traités comme à Villejuif, par exemple, où là, ce sont des cobayes. Donc, si ça ne marche pas, elle change, elle cherche. Elle ne dit pas, vas-y, ton môme il va crever, tu vas en soins palliatifs et tu rentres chez toi. Elle ne fait pas ça, elle. Et dans tous les autres hôpitaux, c'est comme ça que ça se passe. Mais on ne le sait pas au départ. Quand on arrive et qu'on est parent, on ne le sait pas, on nous ment. On nous ment pendant des mois. Si ce service venait à fermer, je pense que oui, il y aurait une non-assistance à personne en danger. En tout cas, en oncologie pédiatrique, la Société des cancers de l'enfant, représentée par exemple par le professeur Sommelet au Sénat en 2000, a dit clairement qu'il ne fallait pas qu'il y ait un enfant qui échappe aux essais thérapeutiques. Il faut que jusqu'à 100% des enfants qui ont des cancers entrent dans les essais thérapeutiques. C'est des histoires de gros sous, il faut être simple. Les essais thérapeutiques, c'est quand même effectivement un lien plus que incestueux avec l'industrie pharmaceutique. Donc effectivement, malheureusement, les choix des traitements en France, en tout cas, sont quand même fortement influencés par Big Pharma et par les leaders d'opinion qui font partie des experts, qui conseillent, etc. Et finalement, il y a des liens tellement forts entre eux, il y a des conflits d'intérêts tellement forts, enfin des liens d'intérêt en tout cas tellement forts, que le choix il est fait pour des raisons économiques. On est passé du malade patient au malade objet de commerce. La santé, ce n'était pas une marchandise, et maintenant c'est devenu une marchandise comme les autres. Et plus que ça, une marchandise comme les autres au service du capital financier. Même pas au service du capital, au service du capital financier.
Donc voilà, il faut financer la bourse, il faut financer les grands labos et c'est quoi un patient? C'est un objet.